Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci d'être présents pour cette restitution du Forum de l'action publique. Je vous précise les trois séquences qui vont avoir lieu lors de cette restitution nationale. La première sera consacrée à un bilan de cette consultation. Orchestré par Thomas Cazenave, le délégué interministériel à la transformation publique, et Karine Soulet, directrice adjointe au directeur général de l'administration de la fonction publique. Lors de la deuxième séquence, nous aurons un retour sur les événements régionaux des ressources humaines, avec la présence notamment de deux SGAR. Le SGAR d'Occitanie, M. Laurent Carrier, viendra présenter ce qui s'est passé dans sa région, et M. Éric Requet, SGAR adjoint modernisation mutualisation, viendra nous donner un éclairage sur l'événement régional RH de la région Centre-Val de Loire. Nous aurons aussi un éclairage de Nicolas de Saussure, chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines à la DGFP sur le Fonds d'innovation ressources humaines. Nous aurons ensuite une troisième séquence de remise par le secrétaire d'État, M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, des prix aux écoles des services publics pour les projets lauréats. Et en fin de cet événement de restitution nationale, M. Dussopt prononcera un discours de clôture. Mais d'ores à présent, pour nous remémorer ce qu'a été cette consultation du Forum de l'action publique, pour représenter la démarche, je vais tout simplement lancer une brève vidéo qui rappelle l'esprit, la méthode et la démarche du Forum d'action publique. Les services publics, c'est quoi? Ce sont des services qui répondent à des besoins d'intérêt général. Ils sont délivrés partout sur le territoire par des agents de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, ou bien par le secteur privé ou associatif, sous le contrôle des autorités publiques. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont près de 13 millions d'élèves, collégiens, lycéens et apprentis qui ont accès au savoir et préparent leur avenir. Ce sont près de 20 millions de patients pris en charge dans les services d'urgence des hôpitaux qui œuvrent pour la santé de tous. Ce sont plus de 4 millions d'interventions des services départementaux d'incendie et de secours chaque année. Mais qui sont ceux qui font le service public? Des femmes et des hommes qui portent les valeurs du service public et s'engagent au quotidien pour le bien-être et la sécurité des Français. Nos services de police assurent notre sécurité 365 jours par an. Près de 20% des fonctionnaires travaillent de nuit. Et dans le secteur hospitalier, 70% des agents veillent sur votre santé les week-ends. Les services publics occupent une place centrale dans nos vies. Ils répondent à nos besoins au quotidien. Et ces besoins ont évolué. Attendez-vous la même chose des services publics aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Vos habitudes ont changé et les services publics se transforment pour s'adapter aux nouveaux modes de vie. Les services publics sont notre bien commun. Nous devons les faire évoluer ensemble. Alors, si nous dessinions les services publics de demain, usagers, agents, votre avis compte. Participez sur la plateforme de consultation en ligne, lors des 13 forums régionaux ouverts à tous, dans l'un des 6 ateliers sur les problématiques RH réunissant les agents des 3 fonctions publiques et les élèves fonctionnaires, ou dans l'un des nombreux débats organisés par vos élus locaux près de chez vous. Les services publics sont au cœur de la transformation ambitieuse que nous voulons pour notre pays. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour les réinventer ensemble. Merci d'avoir regardé ce film qui présentait donc la consultation qui a eu lieu donc entre le 24 novembre et le 9 mars dernier. Et donc ensuite, pour cette première séquence, donc Thomas Cazenave, délégué interministériel à la transformation publique, nous fait retour sur la consultation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour partager les résultats de ce forum qui avait bien 2 volets. Un volet sur les usagers, c'est-à-dire quelles sont les attentes, quelles sont leurs attentes d'amélioration du service public, quelles sont leurs inquiétudes, et puis également le volet agent public, et là je laisserai Karine présenter les résultats. Moi je voudrais peut-être très simplement, et avant de partager avec vous les principaux résultats de cette consultation, vous redire pourquoi ça nous paraît extrêmement important comme démarche. Je pense que l'entrée dans cette démarche,
elle repose sur une conviction forte, c'est qu'il n'y a pas de transformation publique si on ne partage pas les attentes à la fois de celles et ceux qui le mettent en œuvre au quotidien et celles et ceux qui le reçoivent. Donc le parti pris de la démarche, c'est d'initier le programme Action publique 2022 en partageant avec les agents publics et les usagers. Et je pense qu'au-delà même de cette initiative, c'est un principe qui irrigue tout le programme Action publique 2022 et cette démarche d'association, de consultation, elle est, je dirais, dans l'ADN du programme. Et c'est un point sur lequel je souhaitais un peu insister, parce que cette démarche, elle doit aller bien au-delà. Et donc, le forum, il s'inscrit dans le programme Action publique 2022. Vous savez que les ministères travaillent sur l'identification de leurs propres projets de réforme, qu'on a missionné un groupe de personnalités autour de Frédéric Mion, Véronique Bédag et Ross McInnes, CAP 2022, et nous avons le forum. Et c'est bien ces trois sources de réflexion, trois sources de travail qui doivent nous aider le gouvernement à bâtir le programme Action publique 2022. Donc ça, c'est un peu le pourquoi, dans quel cadre s'inscrit cette démarche. Donc le forum, comment il s'est matérialisé très, très concrètement, le forum de l'action publique, version usagée du service public, sous deux formes essentiellement. Vous l'avez vu dans le petit film introductif, c'est d'abord une plateforme, c'est-à-dire finalement cette possibilité offerte à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer de pouvoir le faire. Donc ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête, c'est juste la possibilité à toutes celles et ceux qui le souhaitent de contribuer à ce débat, parce que l'avenir du service public concerne tout le monde et tout le monde doit pouvoir participer à cette réflexion. On a eu à peu près sur le volet usager, et vous le verrez dans les documents qui vous ont été remis et qui seront publiés, qui a eu 17 000 contributions dans le volet usager, et donc qui traduit à la fois une envie, je pense, de contribuer, tout en, et j'insiste là-dessus, le fait qu'il ne s'agit pas d'une enquête représentative, c'est vraiment toutes celles et ceux qui souhaitaient, j'allais dire, prendre la plume, de le faire et de partager leurs attentes et leurs inquiétudes. Donc les principaux résultats, vous le verrez de manière détaillée dans le document. Moi, je ne vais pas passer en revue à la fois toutes les questions et puis les réponses à ces questions. Ça serait extrêmement fastidieux. Et encore une fois, je pense que vous avez dans le document de synthèse qui a été distribué et publié la réponse à toutes ces questions. Moi, je voudrais insister sur 4 points, sur les principaux résultats de mon point de vue de ce forum. Le premier, et vous ne serez pas surpris, nous n'avons pas été surpris, c'est l'attachement au service public et à ses valeurs. Et c'est extrêmement fort dans les remontées du forum. C'est-à-dire que les usagers qui se sont donné la peine de venir contribuer à cette réflexion notent et insistent sur le caractère, je dirais, spécifique du service public, de ses valeurs, et finalement un attachement très fort, très très fort, finalement à ses missions. Et dans le même temps, il finalement dresse un constat assez sévère sur l'évolution du service public. Puisque vous verrez dans les résultats, 60% d'entre eux, de ceux qui ont contribué, constatent finalement une dégradation du service public. Et quand on regarde, d'ailleurs vous verrez, c'est très intéressant, on peut mettre en regard la vision des usagers du service public avec les visions des agents publics. À de nombreux endroits, je dirais, elle est convergente. Alors c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'agents publics qui ont répondu aussi comme usagers du service public, et c'était tout à fait légitime. Mais donc, il y a quand même le sentiment, l'image qu'on nous renvoie finalement d'une dégradation du service public à laquelle il faut répondre. Deuxième enjeu qui ressort très fort, je trouve, de la consultation, c'est la question de l'accessibilité. L'accessibilité au service public, l'accessibilité du service public est véritablement une préoccupation majeure des citoyens. Et il se formule notamment par des inquiétudes sur, finalement, avec la dématérialisation du service public, va-t-on assister à un recul du service public? Comment on peut garantir le fait que, quelles que soient les réformes, je serai toujours en situation de m'adresser à un agent et pas uniquement à une plateforme Internet?
Est-ce que je suis sûr d'avoir un service public à proximité de chez moi? Toutes ces questions-là, elles sont vraiment au cœur des remontées finalement de l'enquête usagée. L'accessibilité, la simplicité aussi. Je pense que ça, c'est pas nouveau d'ailleurs finalement. On voit que c'est une attente assez récurrente ces dernières années, où les usagers attendent de nous un service public plus simple, plus rapide, et donc finalement plus accessible aussi, hein. C'est-à-dire à la fois dans les formalités, à la fois dans les modalités de contact, dans les modalités d'organisation. On attend de nous un service public plus simple, plus accessible. Et enfin, quatrième enseignement que je trouve particulièrement notable, c'est la relation, je dirais, ambivalente au numérique. Pourquoi ambivalente? Parce que quand vous interrogez les usagers sur les grandes réussites de modernisation du service public, ils citent tous, enfin dans une immense majorité, le numérique, la transformation digitale, en citant par exemple notamment l'administration fiscale. Tout le monde reconnaît que c'est un progrès considérable en termes de simplicité, en termes d'accès aux services publics. Et d'ailleurs, dans leurs attentes, celles qu'ils expriment dans les résultats du forum, c'est aussi finalement qu'on offre plus de services en format dématérialisé, qu'on aille plus loin dans la transformation digitale, qu'on ait des horaires d'accès élargis, qu'on puisse faire nos formalités quand on en a le temps, le soir, le week-end, et donc finalement une offre numérique beaucoup plus riche. Ça, c'est une attente indéniable. Et dans le même temps, je pense qu'il pose une exigence très forte sur le fait que cette transformation digitale, la place du numérique assez inéluctable, elle ne doit pas se traduire par de fracture numérique. La fracture numérique est entendue comme finalement l'incapacité de celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'ensemble de nos démarches de ne plus pouvoir être autonomes, de ne plus pouvoir faire leur démarche. Et quand le Forum de l'action publique a été lancé par Gérald Darmanin et Mounir Majoubi à Suip, dans une maison de service au public, j'ai eu l'occasion de les accompagner. Et je dois dire que dans l'échange avec quarantaine d'usagers de la maison de service au public, la question du numérique et du risque finalement de recul de l'accès direct aux agents publics est vraiment une question qui revient de manière extrêmement forte. Et donc je pense que ça, c'est un élément qu'on doit garder absolument en toile de fond dans la manière dont on met en œuvre nos réformes. L'ensemble de ces résultats, ils ont été d'ailleurs communiqués, je l'évoquais un peu en introduction, aux membres de CAP 22, c'est-à-dire comme un input dans la réflexion pour qu'ils aient l'ensemble de celles et ceux qui réfléchissent à l'avenir du service public et bien en tête un peu ces enjeux et ces préoccupations. Donc très concrètement, et c'est là-dessus que je voudrais aussi passer quelques minutes, finalement, quelles leçons on peut en tirer pour notre programme et notre projet Action publique 2022. La première, et pardon si j'enfonce une porte ouverte, mais quand même, quand vous avez plus de 60% des usagers qui décrivent un service public dont ils estiment que la qualité est en train de se dégrader, ça appelle de notre part, collectivement, un programme de réforme. Et qui ne soit pas juste un ajustement, j'allais dire, paramétrique, mais vraiment un traitement à la racine des difficultés qu'eux-mêmes mettent en évidence. Comment, finalement, on répond à cette inquiétude sur la dégradation de nos services publics. Et ça, c'est tout l'enjeu du programme Action publique 2022. Le deuxième, pour moi, la deuxième leçon que l'on tire directement dans le travail qui est conduit aujourd'hui, c'est, comme je le disais, la question de la place du numérique. Oui, il faut accélérer la transformation digitale de nos services publics. Oui, les attentes sont très fortes en termes d'usages nouveaux, plus de services en ligne, plus de démarches dématérialisées, plus d'innovation aussi dans nos services publics. Et ça, avec le lancement, par exemple, du fonds de transformation de l'action publique, vous savez qu'on a lancé le premier appel à projet le 1er février, lors du premier comité interministériel. On a, grâce à cet outil, qui est doté de 700 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat, de quoi conduire et mettre en œuvre des réformes concrètes pour améliorer le service public et réaliser cette transformation digitale. Et dans le même temps, et ça c'est tout l'enjeu, notamment du programme d'inclusion numérique porté par le secrétariat d'État au numérique, garantir partout un programme ambitieux d'inclusion numérique.
C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mener avec le même rythme, le même niveau d'ambition, la même exigence, les deux objectifs parallèlement, c'est-à-dire prendre et tirer tous les bénéfices de la transformation digitale et s'assurer que partout, on garantisse à chacune et chacun de nos citoyens un accès aux services publics. Troisième élément, sur l'accessibilité. Oui, quand on pose la question de la réforme, quand on pose la question de la transformation de l'action publique, on pose la question de l'organisation territoriale de nos services publics. La présence de nos réseaux de services publics sur le territoire. Oui, la transformation digitale, elle permet demain de faire plus de choses à distance. Donc oui, elle permet de revoir l'organisation de nos réseaux. Et pour autant, je pense que ça, c'est un élément qu'on doit absolument garder à l'esprit dans nos réflexions. On doit assurer, sous des formes renouvelées, une présence territoriale de nos services publics. On a, avec notamment l'initiative des maisons de services au public, une forme de réponse à ce questionnement-là. On doit sûrement aller bien au-delà, y compris dans le maillage, y compris dans le type de réponse, mais il faut pouvoir assurer, j'allais dire, le dernier kilomètre du service public partout. On ne peut pas imaginer un programme de transformation qui aurait pour effet demain d'éloigner le service public des citoyens, quels que soient d'ailleurs les territoires dans lesquels ils vivent, que ce soit les territoires les plus reculés ou les territoires les plus en difficulté, comme les quartiers prioritaires de la ville. Et enfin, quatrième enjeu pour nous, qui doit alimenter notre programme et notre réflexion, c'est la simplification. La simplification, elle reste, et vous savez, c'est un de nos 5 chantiers interministériels, la simplification et la qualité de service, ça reste une exigence très forte, afin à la fois d'avoir un service public plus accessible, parce que plus intelligible. Et donc on a lancé un programme ambitieux de simplification. Chacun des ministères travaille sur la simplification, naturellement, du corps, j'allais dire, normatif. Mais pour moi, la simplification, ce n'est pas qu'un sujet de texte, ce n'est pas qu'un sujet normatif. C'est aussi un sujet de parcours usager, c'est un sujet d'organisation. On a, pour être très concret, décidé de partir des baromètres de complexité vus des usagers, des citoyens. Vous savez que l'ITP, on tient des baromètres de complexité, on interroge les usagers. Et parmi les politiques publiques vécues et considérées comme étant les plus complexes des usagers, vous avez la politique du handicap. Et la politique du handicap, quand vous regardez le parcours des usagers, les textes, les partiments. Et donc, on a décidé de s'attaquer d'abord à cette politique. Et donc, on s'attaque politique publique par politique publique pour essayer de simplifier le parcours, simplifier la norme, simplifier les organisations. Donc, je pense que c'est un enjeu fondamental. Et enfin, je voudrais juste terminer sur une conviction sur le « et après ». C'est-à-dire que le forum de l'action publique, j'allais dire, ce n'est pas un point de passage obligé en disant c'est bien, on a coché la case, on a associé, on a consulté. Je pense qu'il y a une exigence très forte de mettre la question de la consultation, la question de la co-construction, la question de la construction avec ceux qui font le service public, c'est-à-dire les agents d'une part, mais les usagers d'autre part, au cœur de la fabrique du service public. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu dans la conception du projet de loi Pacte, porté ici par le ministre en charge de l'économie, Bruno Le Maire, où très vite, dans des logiques de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, il a été décidé d'essayer de bâtir des textes qui répondent fondamentalement aux attentes des usagers. Mais au-delà, moi je crois qu'il faut pouvoir généraliser les enquêtes de satisfaction. Il faut pouvoir mettre l'usager, ses attentes, au cœur de la façon dont on fabrique du service public. Et c'est d'ailleurs une des ambitions du projet de loi ESSOC, État pour une société au service d'une société de confiance. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est une première brique, la question de finalement la consultation des usagers, mais qu'elle doit vraiment, je crois, demain, irriguer l'ensemble de notre programme de réforme en le centrant complètement autour de l'usager et autour de l'usager et de ses attentes, puisque le service public, comme son nom l'indique, il est bien au service du public. Voilà sur le volet usager ce que je voulais vous dire. Naturellement, vous avez dans la petite plaquette une présentation beaucoup plus détaillée, chiffrée de l'ensemble des réponses à l'ensemble de ces questions. Mais voilà un peu ce que, vu de ma fenêtre, on peut en tirer comme enseignement. Et donc, je vais passer sans attendre la parole à Karine, qui va, sur le volet agent public, partager les principaux résultats.
Merci beaucoup Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, un très très grand merci de votre présence aujourd'hui et de la diversité de représentation de cette assistance, puisque je vois dans les rangs à la fois des représentants des organisations syndicales, qu'on a coutume de rencontrer plutôt aux 2 boulevards Diderot, des représentants des employeurs publics, des participants aux événements régionaux du forum, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans l'après-midi, également des élèves des écoles de services publics et certains représentants des équipes qui dirigent ces écoles de services publics, certains acteurs RH, des administrations centrales, des services déconcentrés, certains SGAR. Merci vraiment à tous de votre présence qui illustre la richesse de cette consultation du Forum de l'action publique dont j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire un retour en ce qui concerne la consultation des agents publics. Alors, cette consultation, elle a pris essentiellement 2 formes. Je l'ai dit, une consultation dans les territoires sous forme de plusieurs événements qui ont été organisés sous une forme très interactive et réunissant des agents des 3 versants de la fonction publique, sur lesquels on reviendra dans quelques minutes. Et le volet numérique de cette consultation au titre du Forum de l'action publique, sur lequel je vais plus spécifiquement m'attarder pour vous en présenter le bilan. Alors, dans cette consultation numérique, ont été proposées aux agents publics 4 thématiques relatives aux ressources humaines sur lesquelles les agents ont été invités à émettre un avis, faire des propositions concrètes et se prononcer sur des propositions déjà formées auparavant par d'autres agents. Ces thématiques et quelques-unes des questions qui ont organisé ces thématiques ont fait l'objet de dialogues et d'échanges avec les organisations syndicales à l'automne dernier, et le suivi de ce forum de l'action publique, notamment dans sa forme de consultation numérique, a également fait l'objet d'un suivi avec les organisations syndicales au cours de l'hiver 2017-2018. L'objectif de consulter les agents publics sur ces 4 thématiques, c'était de capter les ressentis des agents, leurs propositions, et de les mettre à même de participer par cette plateforme numérique à la transformation de leur action quotidienne dans le service public. Et de proposer ce qu'ils ont fait dans le cadre des événements en région, mais de proposer en ligne un certain nombre de solutions très concrètes pour améliorer leur quotidien de travail et pour nourrir, comme l'a indiqué Thomas, de façon plus générale, les réflexions dans le cadre du programme d'action publique 2022. Alors, quelques questions pour illustrer ces thématiques RH. Par exemple, au titre de la thématique « Une fonction publique plus ouverte et plus attractive », une des questions qui était posée concernait le recrutement, et donc comment mieux adapter les modalités de recrutement actuelles aux compétences dont le service public a besoin et aura besoin à l'avenir. Une autre question, par exemple, sur l'offre de services ressources humaines. Comment faire en sorte que l'offre de services ressources humaines corresponde à des attentes des agents qui vont parfois vers davantage d'accompagnement individualisé concernant, par exemple, des projets de mobilité ou d'évolution professionnelle. Une question également qui illustre la thématique sur les agents, leur participation à l'évolution du service public et leur qualité de vie au travail. Comment, justement,
favoriser la participation au quotidien des agents à l'amélioration du service public et comment favoriser une cohésion approfondie, encore plus approfondie qu'aujourd'hui, des collectifs de travail. Ce qui était donc proposé aux agents, c'était de se prononcer sur, au total, 18 ou 20 questions réparties entre ces 4 thématiques, et donc d'y participer sous la forme d'un témoignage, d'un verbatim, évidemment anonymisé, d'une proposition ou sous forme également d'une réaction à d'autres propositions antérieures, en cliquant sur d'accord, pas d'accord, plutôt mitigé, de façon à avoir un certain nombre de tendances également sur des propositions déjà postées par d'autres participants à ce forum. Donc à la fois une participation, on va dire, de vote sur certaines propositions, mais également surtout la possibilité de s'exprimer et de formuler des propositions intervenant directement dans les réflexions sur les 4 thématiques qui ont été présentées auparavant. Une participation qui a été assez forte, puisque si on prend les quelques chiffres qui vous sont présentés, au total, 155 000 visiteurs, 4 835 contributions, plus de 20 000 votes pour des propositions, et le parti pris a été fait également de nourrir les réflexions par des contributions de grands témoins pour, là aussi, faire en sorte que se rencontrent à la fois des propositions très, très concrètes et également une mise en perspective par des grands témoins, à la fois acteurs locaux, on va le voir dans la diapo suivante, plus actifs et plus présents sur certaines sphères de politique publique, comme par exemple la sphère sociale, ou alors dont, on va dire, le positionnement au sein de l'action publique donne lieu à des réflexions un petit peu plus générales sur le cadre de l'action publique et les attentes des agents tels que ces acteurs et ces grands témoins les perçoivent. Sur ces 8 grands témoins, donc nous vous présentons un verbatim des contributions de 3 d'entre eux, donc un préfet, le vice-président du Conseil d'État, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et ce qu'il ressort de ces grands témoignages, pour ne pas me borner à lire l'extrait de ces témoignages, c'est de voir à quel point peuvent se rencontrer, et c'est ce qu'a également indiqué Thomas dans son propos, à la fois les points de vue et les attentes de nos concitoyens, des usagers du service public, en matière d'accès au service public de façon équitable sur l'ensemble du territoire, en matière également d'efficacité du service public, et de voir à quel point donc, ces problématiques rejoignent également celles qui ont été mises en valeur par les agents publics eux-mêmes, qui sont soucieux de délivrer un service public performant, dans des conditions de sécurité et de stabilité du cadre de ces services publics, et dans un cadre qui, tout en offrant stabilité et sécurité à ces agents, leur offre aussi toute la capacité d'innovation et de proposition qu'ils souhaitent déployer pour moderniser les services publics. Quelques enseignements transversaux des réponses, je l'ai indiqué, donc des plus de 20 000 votes et plus de 4 000 contributions qui ont été postées par les agents publics dans le cadre de la consultation numérique. Un premier sujet qui a émergé de façon très forte, c'est celui qui est en haut à gauche de la diapo, un besoin de davantage de reconnaissance de la part des agents. Alors, une reconnaissance qui est souhaitée
au niveau collectif, d'une part, et à l'échelle individuelle, d'autre part. La reconnaissance que les agents souhaitent sur un plan collectif, elle correspond en réalité à la volonté de voir leur action au quotidien mieux connue de nos concitoyens et mieux reconnue par les usagers du service public. Et en cela, ça rejoint tout à fait ce que tu as indiqué, Thomas, sur le fait que les usagers ont un fort attachement à leur service public, ce que les agents publics perçoivent bien, mais là encore, en amour, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc, quelque part, ce que nous disent les agents au travers de cette consultation, c'est on a besoin, concrètement, d'avoir le sentiment que l'image du service public, l'image qu'ont les usagers du service public et de la fonction publique, est une image valorisante, valorisée. Et que cette image témoigne d'une reconnaissance des usagers, d'une reconnaissance de la collectivité nationale vis-à-vis de leur engagement quotidien dans le service public. Sur une dimension plus individuelle, ce que nous disent les agents publics, c'est qu'ils ont un besoin de reconnaissance qui s'exprime également à l'égard de leurs managers et des compétences qu'ils développent chaque jour et également à l'occasion de formation. Donc, ce que les agents publics ont exprimé dans ce besoin de reconnaissance, c'est de dire nous sommes à la manœuvre pour moderniser le service public et nous souhaitons que cette capacité d'innovation et d'initiative soit reconnue par nos managers et que, quelque part, nos organisations de travail et notre dialogue social aussi, quelque part, nous mettent à même de proposer nos solutions pour la modernisation des services publics. Deuxième grand enseignement transversal, c'est une demande forte à l'égard d'un meilleur accompagnement RH des agents publics. Cette demande forte, elle s'est notamment portée sur les parcours professionnels et une demande forte de conseils plus individualisés sur le déroulement de parcours professionnels. Alors, quand on dit parcours professionnel, ça, on va dire, rencontre plusieurs dimensions. La dimension de formation, la dimension de mobilité, la dimension éventuellement de transition professionnelle et d'apprentissage de nouveaux métiers. Et donc, il y a, à cet égard, une exigence forte qui est exprimée à l'égard de la fonction ressources humaines. Autre demande, un besoin d'accompagnement, cette fois-ci non pas forcément dans les parcours individuels, mais sur une dimension là aussi plus collective, accompagnement dans la mise en œuvre de réformes d'ampleur et de réformes structurelles des services publics, et aussi quelque part un besoin de relative stabilité dès lors qu'une réforme se met en œuvre, le besoin d'avoir quelques temps de recul pour pouvoir analyser les effets de cette réforme avant d'en engager une nouvelle. Troisième grand enseignement de ce forum, une forte attente en matière d'amélioration des conditions de travail, de prévention des risques professionnels et surtout une attente forte en matière de nouvelle organisation de travail, de conditions de travail améliorées et une expression assez clair sur le souhait de développement du télétravail et en tout cas de formes d'organisation du travail qui permettent une meilleure conciliation entre les temps de la vie professionnelle et les temps de la vie personnelle. Quatrième et dernier grand enseignement de cette consultation numérique, la dimension managériale. La dimension managériale qui s'exprime à un double titre, à la fois une expression des managers vers un besoin d'accompagnement de ces managers dans leur fonction managériale et également un besoin
exprimées par les agents vis-à-vis de leur manager. Je l'ai dit, sur la reconnaissance de leur action au quotidien, mais aussi sur un travail davantage participatif qui met en valeur davantage la transversalité, le travail en mode projet, et donc là aussi des formes plus innovantes d'organisation du travail dans les collectifs de travail. Un petit exercice auquel nous nous sommes livrés, qui est celui du nuage de mots, les mots récurrents qui reviennent le plus souvent dans les verbatims des agents qui se sont exprimés. Sans grande surprise, et c'est très bien ainsi, on voit que les mots qui reviennent le plus fortement sont les mots de fonction publique, de service public et d'agent. Un petit focus sur quelques mots qui sont apparus de façon assez forte pour vous dire dans quelle mesure et avec quelle dimension ils sont apparus. Le mot de concours, qui est apparu de façon très récurrente, notamment pour appeler à une meilleure accessibilité des concours, à la fois dans le type d'épreuve qui est proposée et aussi sur l'organisation territoriale et l'adaptation peut-être de ces concours aux besoins de recrutement qui s'expriment dans les différents territoires. Le mot privé, qui apparaît aussi assez fortement dans les verbatims, dans la mesure où ce qui est demandé assez fortement par les agents, c'est une valorisation des mobilités en général, et notamment des mobilités entre la sphère publique et le secteur privé en particulier. Et également le besoin de comparabilité et d'échange entre les évolutions du monde du travail dans le secteur privé et les évolutions des organisations de travail, des relations de travail telles qu'elles s'expriment dans la sphère publique. Le mot de compétence est revenu également de façon très vive, avec le souhait, dans le cadre du recrutement, dans le cadre du management des équipes, dans le cadre de la formation, de valoriser les compétences, pas seulement les compétences qui sont marquées par l'obtention d'un diplôme, mais les compétences qui sont acquises tout au long du parcours professionnel et des expériences professionnelles. Cette notion de compétence étant soulignée comme étant à la fois un acquis à valoriser du point de vue de l'agent, mais aussi et surtout un capital très fort sur lequel peut s'appuyer l'administration, les employeurs publics, et sur lesquels peuvent s'appuyer les usagers du service public qui ont en face d'eux un service public efficace avec des agents publics qui ne demandent qu'à valoriser ces compétences et à les accroître. Si on fait un petit focus, et j'en terminerai par là, sur chacune des thématiques qu'on a vues auparavant, sur la thématique de l'attractivité et de l'ouverture de la fonction publique, ce qui a été mis en exergue par les agents, c'est un fort attachement aux valeurs du service public, qui, à mon sens, fait écho à ce qu'a indiqué Thomas sur le fort attachement des usagers à leur service public, et le souhait d'une communication plus affirmée, peut-être de la part de l'État et des différents employeurs publics, sur l'image des services publics, l'image des agents dans leur façon d'accomplir ces services publics, et peut-être le besoin de faire connaître les initiatives qui sont prises de ci, de là dans les services, et également le sens de l'action publique que chacune et chacun des agentes et des agents publics porte en lui. Donc une action de communication très fortement demandée par les agents. Sur la deuxième thématique, qui concerne les parcours professionnels, ce qui ressort, je l'indiquais, c'est la valorisation attendue
des mobilités, qu'il s'agisse des mobilités interministérielles dans la fonction publique de l'État, des mobilités interversants et des mobilités entre secteur privé et services publics. Mobilité également, et c'est très demandé par beaucoup d'agents, au sein d'un même bassin d'emploi, avec une demande forte de trouver des outils. Certains existent déjà, on le sait, grâce à l'action des acteurs locaux et notamment des PFRH dont je n'ai pas parlé au début et que je salue également. Des outils existent déjà, il faut les renforcer. Il y a une attente forte à ce sujet. Autre attente, le fait, dans les promotions des agents, de tenir encore davantage compte, que ça n'est fait actuellement, de la volonté des agents de développer leurs compétences, de marquer leur investissement et leur capacité d'innovation et de proposition dans leur action quotidienne. Troisième thématique et 2 enseignements majeurs, celle qui concerne les collectifs de travail, la qualité de vie au travail et la capacité d'innovation. Donc, je le disais, des modalités de travail qui sont attendues vers un sens plus participatif, plus en mode projet, plus délégatif, et le fait de laisser peut-être soit des espaces physiques, soit des espaces temporels pour développer l'innovation et justement cette capacité à décloisonner le travail, soit au sein d'une même direction ou d'un même service, soit entre des services publics de différents versants de la fonction publique. Et ça permettra de faire la transition avec ce qui viendra après. C'est une remontée qui nous a également été faite à l'occasion des forums régionaux de l'action publique. Dernière thématique et donc dernière grands enseignements sur la thématique de l'offre ressources humaines renforcée. Comme le disait Thomas, il y a une attitude un petit peu ambiguë à l'égard de la numérisation et de l'impact de cette numérisation sur la fonction RH, avec une attente assez forte sur l'accessibilité d'un certain nombre de services RH, puisque les agents qui ont leur smartphone et qui peuvent avoir accès à un certain nombre de services sur leur smartphone aimeraient bien pouvoir en faire de même, parfois sur certains sujets, comme le fait de demander un congé ou de demander une formation via une application sur leur smartphone. Nous y travaillons tous de concert, mais c'est intéressant de voir que ce travail et cette intuition que nous avons collectivement, elle correspond à une demande très fortement exprimée dans le cadre du forum. Et de la part des professionnels des RH, le souci que le numérique permette de réorienter la fonction RH vers des activités à plus forte valeur ajoutée dans des domaines comme la GPEC, comme la gestion plus individualisée, la gestion des talents, le conseil en matière de mobilité ou de formation. Voilà les grands enseignements que l'on peut tirer de la consultation numérique du Forum de l'action publique. Je vous remercie infiniment de votre attention. Vous trouverez l'ensemble des données qui sont déjà en accès libre sur la plateforme. Nous les mettrons à votre disposition sur le portail de la fonction publique. Et toutes ces réflexions seront également mises à profit dans le cadre des chantiers de concertation qui sont ouverts dans le cadre d'Action publique 2022. Encore une fois, merci infiniment de votre attention.